Bonjour, bienvenue dans ce webinaire euh, hop, sur la veille stratégique sur les biosolutions, une étude de Viaino dans le cadre de la feuille de route biocontrôle et biosolutions que je vais détailler, qui sera présentée par Stéphane Miolan de Viaino. Donc tout d'abord, dans ce webinaire, n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc deux manières d'interagir et de présenter, de réaliser vos questions, soit directement par l'onglet conversation que vous trouverez en haut à gauche et juste à côté. Donc là, vos questions apparaîtront au fil du webinaire et soit par l'onglet questions et réponses qui seront uniquement lues et par les intervenants. Et ce sera mon rôle de ensuite, lors de l'animation, poser les questions pour Stéphane. Donc tout d'abord, je reviens un peu sur Agri-Sud-Ouest Innovation. Agri-Sud-Ouest Innovation, c'est un pôle de compétitivité qui est catalyseur d'opportunités d'innovation. Donc on a obtenu le Cluster Management d'Excellence pour nos projets européens. Donc Agri-Sud-Ouest Innovation, c'est 6 domaines prioritaires d'innovation, ou DIP, qui sont la préservation des ressources naturelles, développer les modes agroécologiques, développer les technologies pour l'excellence opérationnelle, valoriser les ressources des coproduits dans la bioéconomie, assurer une alimentation sûre, saine et durable, et proposer des usages et services alimentaires innovants. Donc, les services proposés par AgriSuez, c'est la connexion au réseau, anticiper et garder un temps d'avance, penser et concrétiser les innovations, développer une activité innovante. Pour ça, nous avons la certification AFAC ISO 9001 et quelques exemples pour des projets lauréats. Donc, depuis la création du pôle de compétitivité, 919 projets ont été expertisés, 840 projets ont été labellisés, 64% des projets compétitifs ont été financés pour un total de 421 millions d'euros d'aides publiques accordées depuis la création. Donc, AgriSuez Innovation, c'est un réseau de proximité de 350 adhérents avec une croissance dans le monde scientifique et économique, avec différents acteurs qui sont ici représentés sous leur logo. Hop. Donc, je tiens à présenter également la feuille de route biocontrôle et biosolutions qui s'implique dans une politique régionale de la Nouvelle-Aquitaine, qui a une ambition régionale de faire croître et de déployer les solutions de biocontrôle et biosolutions, avec une augmentation de 50% des emplois d'ici 2026 et une augmentation des surfaces impactées où les biosolutions seront utilisées de 25%. Donc cette feuille de route, elle est pilotée par la Nouvelle-Aquitaine et la DRAF, et avec les différents acteurs dans les champs de l'agriculture, l'INRAE, l'ACTA, Négoce Agricole Centre-Atlantique, Vinopol, et elle est animée par AgriSuez Innovation, XyloFutur Innova. Cette feuille de route, elle a 4 axes qui nous permettent d'arriver au dernier axe, qui est le déploiement des biosolutions. Un des bras armés de cette feuille de route est le cluster biocontrôle et biosolutions, dans lequel ce webinaire a lieu. Donc, les biosolutions, c'est un programme régional pour le développement du biocontrôle et biosolutions en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce cluster réalise différentes actions, des groupes de travail autour du biocontrôle et biosolutions, une action autour de la réglementation, mais aussi une étude à part pour les normes. Et dernièrement, voilà, donc on a des événements à venir qui sont le webinaire Journée réglementaire de l'ANSES le 9 septembre. Et on va participer au Congrès international sur les biosolutions à Perpignan le 23 et 26 septembre. Et je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui. Donc, il y a des sites de communication pour le cluster biosolution, qui est le site web http://biosolutions.com. Et il y a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver cette présentation, ce webinaire, avec le lien présent ici. Voilà. Donc maintenant, je vais donner la parole à Stéphane Miolan de Viaino qui va nous présenter l'étude réalisée sur 11 ans de bibliographie sur les biosolutions. Merci Stéphane.
Merci Brice. C'est bon, vous m'entendez? Ouais? Ok, top. Oui, on Alors, t'entend. super. Donc, bonjour tout le monde. Stéphane Mioland de la plateforme Viaino. Je crois que j'ai quelques slides qui présentent la plateforme après pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Viaino. Ce travail-là donc a été réalisé et livré fin 2024. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient présentes lors de la restitution qui ont déjà vu ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité de voir ce travail-là. Donc, comme Brice le disait, en fait, c'est un travail qui porte sur 11 ans de données relatives au biocontrôle et biosolutions, et je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Alors, pour cette présentation, je vais je vais d'abord introduire un petit peu tout ça, évidemment. Quel était le contexte de la question, le besoin informationnel tel qu'on l'a compris et tel qu'on a décidé de le traiter, donc dans notre proposition et la méthodologie qu'on a mis en place. Et évidemment, quelques enseignements liés des enseignements suite à l'analyse des données qui ont été réalisées. Alors, dans le travail tel qu'il a été livré, donc c'est un rapport complet, on va sur des tendances mondiales, européennes et françaises. Et là, dans le cadre de la présentation, je resterai peut-être plus sur les tendances mondiales, histoire de vous présenter quand même synthétiquement un peu tout ce qu'on a pu voir. Et, euh, et pour nous laisser aussi un peu de temps pour des questions, des remarques après, ce qui me semble être le point le plus intéressant. Alors, au niveau de l'introduction, donc ça, Brice en a parlé, Paul Agri Sud-Ouest Innovation, feuille de route biocontrôle biosolutions. J'ai pas besoin d'en rajouter, mais nous, c'est suite à cette feuille de route, à la mise en place de cette feuille de route, qu'on a été contacté afin de réaliser un travail. Alors, qui on est, nous? Donc, Viaino, on est une plateforme de recherche en intelligence technologique de l'Université de Bordeaux. Alors, plateforme de recherche à l'université, c'est un label qui est attribué à des projets issus des laboratoires de l'université qui sont reconnus comme faisant un lien entre ce qui se passe à l'université en termes de création de compétences, de savoir-faire, et l'extérieur de l'université, la société civile, ce qui ne comprendrait pas l'université. Donc, Viaino, le projet date de 2009 et il a été reconnu comme étant, représentant bien d'artefact, ce type d'action de valorisation du savoir-faire de l'université en dehors de l'université. Donc, on a environ une dizaine de personnes et on travaille sur le sujet de l'intelligence technologique. On est rattaché au laboratoire d'économie, donc ça c'est important, puisque quasiment la totalité des personnes qui sont aujourd'hui à Viaino sont aussi issues d'un cursus universitaire en économie, notamment en économie de l'innovation. Donc avec des profils et des compétences variées aujourd'hui, on a donc quasiment tout le monde analyste, intelligence technologique, ce que je vais vous présenter juste après. Il y a des gens qui ont plutôt un profil recherche, d'autres qui ont des profils plutôt, on va dire, ingénieur de recherche, data science, data mining, voilà, économie de l'innovation, analyse sectorielle. La mission de la plateforme, depuis le début et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours la même, développer et diffuser de nouvelles approches en intelligence technologique. Alors, pour ce faire, on a une espèce d'offre de services qui sont nos canaux d'action pour remplir cette mission. Donc, on fait du déploiement de travaux. C'est en partie ce que l'on a fait là via notre collaboration avec Agri Sud-Ouest, qui est venu avec une question et nous on a produit un travail qui apporte, je l'espère, des éléments de réponse aux besoins informationnels d'Agri Sud-Ouest. On fait de la formation. Donc là, on vient former des gens à faire ce que l'on sait faire. Donc là, c'est très présent dans l'ADN de Viaino de faire ça. L'idée, c'est voilà, il faut qu'il y ait une communauté de praticiens de l'intelligence technologique qui soit beaucoup plus forte en France et nous, à notre échelle, on essaie de participer à ça via la formation. On fait du diagnostic, ça veut dire qu'en gros, là, on est capable de travailler avec des organisations qui font déjà de l'intelligence techno et nous, on vient un peu auditer leurs pratiques et essayer d'identifier s'il y a des points d'amélioration possibles à différents niveaux. Ça peut être au niveau organisationnel, ça peut être au niveau vraiment outils, ça peut être au niveau analytique, utilisation des produits de l'intelligence technologique. On fait de l'accompagnement au service intelligence technologique. Donc ça, c'est plus une espèce d'offre qui groupe plein de choses. Ça peut être de la formation, du déploiement de travaux, du diagnostic. Et on fait de la R&D aussi sur le sujet, sur notre discipline évidemment. Donc on a plusieurs axes en cours et des collaborateurs avec qui on travaille à essayer de développer des nouveaux cadres d'analyse, des nouveaux outils, des nouvelles questions.
Un exemple, c'est là en ce moment, on travaille par exemple sur l'exploitation des réseaux sociaux professionnels type LinkedIn pour alimenter les analyses en intelligence technologique. Évidemment, on est à fond sur la mobilisation de l'IA et des LLM pour l'intelligence technologique. Voilà. Donc ça, c'est des sujets plutôt de recherche et développement qui après, fatalement, peuvent se retrouver dans nos travaux ou dans nos formations. Voilà. Intelligence technologique, je vais le définir maintenant, comme ça aussi ce sera important de bien l'avoir en tête par rapport à ma présentation de travaux derrière. Donc nous, on considère que l'intelligence technologique, c'est des activités structurées qui servent à construire des connaissances solides sur des sujets liés aux environnements scientifiques et technologiques. Pourquoi? Pour fluidifier, améliorer, aider le processus de prise de décision pour les acteurs de la recherche et de l'innovation. Donc c'est une définition simple, mais qui permet de bien identifier. Attends, d'ailleurs, je vais utiliser le petit pointeur là. Voilà. Premier bloc, c'est plutôt la partie métier. Donc là, on parle d'activités structurées. C'est vraiment ce que nous on développe en termes de boîte à outils intelligence technologique et comment mettre en action ces approches-là. Sur quoi les environnements scientifiques et technologiques, ça c'est notre sujet de travail. C'est la partie technologique associée à l'intelligence. Je pense que vous connaissez la notion d'intelligence économique. Nous, on considère qu'on est une brique spécialisée sur les environnements scientifiques et techno de l'intelligence économique. Et pourquoi? Pour les personnes qui ont besoin d'éléments de réponse sur leurs questions liées à la recherche et l'innovation. Ça, c'est un peu la motivation. Donc voilà, là vous avez la définition. Comment ça se représente de manière un peu plus pratique? Alors, très simplement, il y a toujours la notion de collecte de données, traitement de données, analyse de données. Voilà. On est plutôt sur des approches quantitatives qui reposent sur la donnée. Donc, du coup, complémentaire aussi des approches qualitatives que la plupart d'entre vous peuvent déjà mobiliser. Typiquement, ce webinaire aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est une façon de faire de l'intelligence technologique, mais de manière qualitative. On se voit, on échange, voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt des approches qualitatives. Donc les données, on peut en mobiliser plein du moment qu'en fait elles nous permettent de répondre à des questions d'innovation ou de recherche. Donc notre expertise métier, on a tendance un peu à la synthétiser autour de ces trois actions-là. Expertise des données, expertise du traitement de données et expertise de l'analyse des données. On peut très vite rajouter deux autres items en amont et en aval de ce processus-là. La partie qui définit les besoins informationnels, donc là c'est notre expertise à essayer de bien comprendre les questions que les commanditaires peuvent se poser et de leur faire les meilleures propositions possibles pour répondre à ces questions-là. Donc c'est toute la partie gestion de projet en intelligence technologique qui ne va pas de soi, qu'il faut travailler. Et enfin, en aval de tout ce travail-là, c'est un peu aussi ce que ce webinaire peut incarner aujourd'hui. C'est les actions de déploiement dans les organisations, de revalorisation des travaux. Les produits de travaux, les travaux d'intelligence technologique, les produits qui sont issus de ces démarches-là, peuvent avoir des utilisations directes et indirectes, et c'est important dans les organisations d'essayer de construire un peu du sens et un partage, une intelligence collective, on dit souvent, entre les personnes pour, on va dire, valoriser au mieux tous ces travaux-là. Et donc ça aussi, ça nous intéresse beaucoup et on est, par exemple, à l'Université de Bordeaux, on essaie de s'impliquer plus dans comment mieux connecter les gens entre eux pour que les différentes pratiques d'intelligence au sein de l'organisation puissent être le plus efficaces possible. Donc là, en gros, sur ce 0, 1, 2, 3, 4, vous avez à peu près tout le périmètre de notre expertise. Alors, revenons-en à le biocontrôle, le biosolution. Donc, la question qui nous a été posée, qu'on a traduit à l'époque avec les personnes d'Agri Sud-Ouest, c'était, après un certain nombre d'échanges, on en est arrivé à cette synthèse de questions. La volonté était de comprendre les tendances de recherche et d'innovation du domaine scientifique et technologique biocontrôle et biosolutions. Donc, un besoin d'avoir une vision clarifiée, représentative du domaine, évidemment. Pas exhaustive, ça on pourra en reparler après, mais en tout cas quelque chose qui permettrait de représenter au mieux les tendances du domaine, sur les tendances actuelles et historiques, en tout cas sur les 11 dernières années.
On avait un besoin de différents niveaux de lecture par briques thématiques. Voilà, pas prendre tout ça comme un gros ensemble de données et puis regarder juste comment ça monte, ça descend cet ensemble-là. Il fallait regarder un petit peu des sous-briques de thèmes qui pourraient nous intéresser à différentes échelles géographiques, donc internationales, régionales au niveau Europe et nationales au niveau France. Et il y avait aussi la volonté d'essayer de regarder comment se positionnent les membres du pôle dans ces tendances identifiées. Donc en gros, on le sait, hein, ces tendances-là, elles émanent pas toutes seules, ce sont les acteurs qui génèrent les tendances à travers leurs actions. Et bah, du coup, d'essayer de regarder ce que font les membres du pôle comme action dans ces tendances générales, pour essayer de donner un peu un poids à l'activité du pôle dans ce qui se passe en termes de biocontrôle, biosolutions. Un deuxième gros point qui avait été demandé, c'était de pouvoir disposer d'un jeu de données remobilisable sur ces activités de RI. En gros, le jeu de données qu'on a utilisé pour faire l'étude, afin de pouvoir essayer de répondre à des questions ponctuelles ou des interrogations, enfin des questions différentes plus tard. Et donc pour ça, on a décidé de mettre en place un tableau de bord interactif qui repose donc là aujourd'hui sur Power BI que certains d'entre vous doivent connaître, donc solution Microsoft pour interagir avec des jeux de données de manière un peu facilitée, un peu en mode tableau de bord. Donc voilà, 2 livrables, un rapport analytique et ce tableau de bord. Alors, petit point méthodologique. Pourquoi cartographie multisource? Parce qu'on a utilisé différentes sources de données pour ce travail-là. Et pourquoi on a utilisé différentes sources de données? Parce que quand on a pour ambition d'essayer de comprendre les tendances sur un domaine, si on reste un peu trop monosource, en fait, finalement, on n'a qu'un angle d'attaque, on a une vision à une dimension du domaine. Donc, si je synthétise, hein, c'est vraiment pas, c'est très 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 schématique. Si on considère que ça pourrait être une représentation d'un domaine scientifique et technologique, donc en prenant le nôtre, hein, biocontrôle, biosolutions, on y retrouverait du coup les acteurs un petit peu qui font l'innovation, côté recherche, université, institutions, des intermédiaires, donc Agri Sud-Ouest en est un, des industriels qui font aussi la recherche et l'innovation, le marché, hein, donc les utilisateurs. Il y a des organisations de support à tout ça, que ce soit côté financement, donc là dans notre cas c'était plutôt les ANR et l'Europe à travers les projets Cordis attribués par l'ERC, la propriété intellectuelle, donc tout ce qui va être, en France ça peut être l'INPI, mais au niveau européen d'autres choses, les normes, les standards, voilà. Et tout ça évidemment baigne dans des systèmes politiques régionaux, nationaux, supranationaux, tout ça dans la société, enfin voilà, tout ça est entremêlé et en fait les actions et interactions de toutes ces forces au sein des systèmes, c'est ça qui nous intéresse dans ce qu'on va appeler le décryptage, quoi, dans la cartographie. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut des jeux de données qui rendent compte un petit peu des actions et interactions de tout ça. Donc si on prend qu'une seule donnée, finalement, on a des choses très intéressantes, mais on peut louper des choses. Donc l'idée, c'est du multisource, c'est de pouvoir essayer de proposer des choses qui adressent les bons jeux de données, ou en tout cas ceux qui sont disponibles et utilisables dans un premier temps, les jeux de données qui permettent de remplir les différents endroits de la carte. Donc par exemple, côté publication scientifique, côté recherche, projet de recherche, les brevets côté propriété intellectuelle, etc., etc. On pourrait parler des données de presse ou des données, je parlais des réseaux sociaux côté marché, voilà, essayer de regarder de quoi parlent les gens sur LinkedIn après un grand salon sur le biocontrôle biosolutions, ça permet de renseigner sur des tendances côté marché. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer pourquoi c'est intéressant le multisource. Dans notre cas, après moultes échanges avec Agri Sud-Ouest, on a mis en place donc cette méthodologie qui était donc du coup à ce moment-là, hein, donc là on parle de 2023 je crois quand on a lancé le travail, pardon, c'était une forme un peu d'exploration méthodologique dans ce travail-là. Donc on s'est dit OK, let's go, on va essayer de faire la cartographie en s'appuyant sur ces données-là. Oups, voilà. Donc, données de publication scientifique, données de projets de recherche, ANR et Cordis, si je dis pas de bêtises, les données de brevet et les données de thèse. Voilà. Alors,
déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ces données-là, elles ont des périmètres déjà de collecte qui sont différents. On a des publications à l'échelle internationale, des brevets à l'échelle internationale. Les projets de recherche ANR et Cordis, Cordis c'est en Europe et ANR c'est en France. Donc déjà là-dessus, on a une vision de la géographie qui va changer. Donc vous voyez, c'est compliqué, ces analyses multisources, les périmètres changent un peu selon les données. Et les données de thèse, évidemment, là on était au niveau français aussi. Alors, ces contraintes-là aussi, on les utilise pour structurer le travail. Ça nous permet d'avoir comme ça différents niveaux d'analyse. Et puis, on est parti de l'international avec les données qui étaient internationales, public, brevet. Puis, on est descendu jusqu'à l'échelle France avec toutes les données. Qu'est-ce qu'on regarde dans ces données-là? Je vous les liste ici. Eh bien, pour une cartographie, donc par rapport à la question qui a été posée, je vous rappelle, c'était décrypter les grandes tendances actuelles sur le domaine avec des questions sur des briques de thèmes et sur les différents niveaux géographiques. Et ben du coup, on s'est appliqué à essayer de faire remonter de l'information sur ce qui se passait en termes sur 4 grandes dimensions d'analyse. La temporalité de la recherche et de l'innovation, donc entre 2010 et 2021, la localisation de cette recherche et de l'innovation, monde, Europe, France, les thématiques qui étaient associées aux données issues de la recherche et de l'innovation qu'on a utilisées, et des informations sur les parties prenantes, donc les organisations derrière ces données-là. Donc les déposants de brevets, les organisations qui ont des chercheurs ou chercheuses qui ont publié sur le sujet, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça donne? En termes de datasets, on a du coup collecté un dataset global de 64 000 données. Alors, vous allez le voir, là, ça parle de 64 000 et quelques données. Dans le tableau de bord que je vais vous présenter après, donc la partie, enfin l'outil un peu interactif, on a un peu plus de données parce que pour le tableau de bord, on s'était autorisé à rajouter les autorisations de mise sur le marché récupérées donc au niveau français. Pourquoi on ne les a pas intégrées ici? Juste parce que, en fait, par la nature même de ces données-là, elles différaient un tout petit peu dans leur forme et dans leur interprétation de ce qu'on pouvait apprendre avec les données que je vous présente ici. Donc on les a rajoutées sur le tableau de bord, mais dans l'analyse, par contre, on a décidé de ne pas les mettre. Voilà, c'est un choix qu'on a fait avec Agri Sud-Ouest à l'époque, quand on a commencé à mettre tout ça à plat et à se dire, OK, comment on va regarder tout ça? Donc voilà. Je commente pas trop les volumétries maintenant parce que je vais le faire juste après, mais bon, je pense que là, c'est déjà assez parlant. On voit qu'il y a beaucoup de brevets, beaucoup de publis, beaucoup moins de projets, beaucoup moins de thèses, mais ça, c'est assez normal. Pour ce qui est du rattachement aux briques thématiques biocontrôle, biosolutions, petit point de méthodo important. Comment on fait pour rattacher en gros une donnée à un sujet? Il y a 12 000 façons de faire. Nous, on en a privilégié une parce que, en fait, comme on travaille en multisource, il fallait qu'on ait une méthode qui puisse fonctionner sur toutes les données en même temps. Donc, je vais pas y aller par 4 chemins. On a utilisé de l'IA. C'était un peu à l'époque, donc fin 2023, on était déjà, nous, à la plateforme, bien impliqués dans des travaux qui mobilisent donc les LLM, type ce que vous avez avec OpenAI, ChatGPT, ce genre de trucs. Pour commencer à utiliser ces modèles-là afin de taguer des données. Alors, il y a plein d'utilisations pour ces modèles, c'est pas le sujet du point d'aujourd'hui. Néanmoins, l'utilisation qu'on en fait ici pour taguer des données, ça, c'est un sujet qu'on traite depuis un moment, nous, et qui marche plutôt pas mal. Alors, comment on fonctionne? C'est assez simple, en fait. Imaginez, vous êtes sur le chat vous êtes sur ChatGPT, vous êtes en train de parler avec votre IA, vous lui copiez-collez un titre et un abstract d'une publication et vous lui posez une question où vous lui demandez est-ce que ça parle de biocontrôle, biosolution? Est-ce que ça parle de biocontrôle insecte? Est-ce que ça parle de biocontrôle maladie, de biocontrôle adventice, etc., etc. Donc vous lui posez une série de questions. Et normalement, elle est censée vous dire oui, ça parle de ça parce que blablabla, blablabla, ou non, ça parle pas de ça parce que ça parle d'autre chose, etc. Et c'est exactement comme ça qu'on fonctionne, sauf que nous, on le fait sur toutes les données, avec des grilles de questions qu'on paramètre par itération avec entre l'IA, nous et les experts. Et évidemment, on passe pas par le chat parce que ça prendrait longtemps. Donc, on mobilise des API ici où on peut directement poser 45 questions pour 64 000 données, donc 64 000 fois 45 questions, voilà, afin de récupérer ces résultats-là. Évidemment, on essaie de contrôler ces résultats un maximum. Donc, ça veut dire que là, on l'a fait pas mal dans ce sujet-là. On le fait sur des samples.
on le fait sur des corpus un peu de test. Et comme nous, on n'est pas expert de biocontrôle, biosolutions, d'un point de vue thématique, on passait ça aux gens d'Agri Sud-Ouest qui nous aidaient par la lecture des résultats, à nous dire ah ouais là l'IA ça a l'air pas mal ce qu'elle a fait. Par contre sur cette question elle s'est plantée, il faut ajuster sur cette réponse elle s'est plantée, il faut ajuster du coup le prompt en fonction, etc., etc. Voilà, on a fonctionné par itération comme ça pour arriver à ce résultat-là. Voilà, ça c'est le point important. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ça, on l'a fait en 2020, fin 2023, début 2024. Je pense que vous le savez, les modèles, ça va très très vite. Notre compréhension aussi de comment ils fonctionnent et de comment on peut interagir avec eux à travers les méthodes que je vous ai présentées là, se sont aussi améliorées. Je pense qu'aujourd'hui, on procéderait de loin de la même manière, mais dans le détail, on ferait un petit peu différemment. Pour que ce soit plus rapide, pour que ce soit plus pertinent, pour proposer peut-être un niveau de détail sur les thématiques qui soit plus important. Enfin voilà, on a plein de choses à faire aujourd'hui différentes. Voilà pour la méthodo. Donc du coup, je vais passer sur les résultats et puis après, on va vous poser toutes les questions que vous voulez. Je vais me concentrer principalement sur les tendances mondiales parce que je pense que c'est peut-être le plus parlant. Le livrable, le rapport, vous y avez accès normalement. Donc je préfère peut-être prendre du temps pour vos remarques et questions plutôt que de passer plein de slides qui se ressemblent pas mal et où on va descendre au final du monde jusqu'à la France. Par contre, si vous avez des questions sur des sujets précis liés à la France, n'hésitez pas après, et puis je pourrai aller sur la slide qui correspond. Alors, en termes de synthèse globale, donc, attendez, je vais reprendre mes notes parce que ça fait beaucoup de données tout ça. C'est un peu le... Alors, ce qu'on a directement observé, donc, c'est qu'il y a plus de brevets que de publications sur le domaine, sur ces 64 000 données. Alors, on comparera principalement ces deux-là parce qu'en termes de volumétrie, c'est un peu les choses équivalentes. Et évidemment, il y a plus de brevets que de projets ou que de thèses, mais ça, c'est pas très surprenant. Les profils différents selon les pays dans ce rapport entre les brevets et les publications. Donc, vous voyez par exemple ici, les pays asiatiques, Chine, Corée du Sud et Japon, sont beaucoup plus impliqués sur l'activité biocontrôle et biosolutions à travers le dépôt de brevets qu'à travers la publication. Alors que pour d'autres pays, États-Unis, Inde, Brésil, France et Iran, on est beaucoup plus sur de la publication scientifique. Certains pays ont des activités qui sont un peu plus équilibrées. Enfin, certains pays, en l'occurrence un seul ici, c'est l'Allemagne. 47% de son activité sur du brevet, 48% sur de la publication scientifique. Alors, je pense que voilà, vous avez des rapports qui sont très déséquilibrés à certains endroits. Je pense notamment à la Chine, qui dépose énormément de brevets sur le sujet. J'imagine qu'il y aura des questions sur ça après, donc je me garde ça pour vos questions plus tard sur pourquoi la Chine, il y a autant de choses et comment on fait pour y voir un peu plus clair sur ce qui se passe en Chine. Moi, ce que j'aimerais peut-être mettre un petit peu en avant ici, c'est la présence de pays qui sont un peu, comment dire, notables par rapport à toutes les analyses qu'on peut faire à Viaino sur ce type de données. Je pense notamment à l'Inde ici, présente sur les brevets et les publications, donc ça c'est intéressant. Le Brésil et l'Iran sur la partie publication. La France, évidemment, que j'essaierai de souligner aussi dans son positionnement dans ma présentation, qui du coup est beaucoup plus présente à travers les publications qu'à travers les brevets sur le domaine. Ensuite, sur l'ensemble du dataset, donc la Chine s'est associée à 43% de toutes les données. Donc ça veut dire que sur les 64 000 données qu'on a, il y a 43% de ces données-là qui sont issues de la Chine. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas très surprenant. Il faut savoir que si on prend la donnée brevet aujourd'hui, il y a plus d'un brevet dans le monde qui est déposé aujourd'hui qui vient de Chine. Donc finalement, le domaine biocontrôle, biosolutions, j'ai envie de dire, il suit un petit peu les tendances mondiales où la Chine, c'est très présent. Alors, on pourra le nuancer après. Il y a des questions de la Chine, c'est très présent, mais est-ce que c'est très présent dans le monde entier? Pas forcément. On parle aujourd'hui d'environ 5% des brevets chinois qui sont déposés en dehors de la Chine, en gros qui sont étendus. Voilà, donc c'est quelque chose qui est un peu respecté, je crois, dans notre cas ici. Donc ça veut dire qu'on peut nuancer cette place importante de la Chine. Le deuxième pays le plus représenté, c'est les États-Unis, dont les acteurs sont représentés dans 6,5% des données du domaine. Ici. Voilà. Donc ça veut dire que pour la nationalité, nous on s'est rapporté à la nationalité des acteurs. Donc ça c'est important aussi à voir.
La France est représentée à partir dans 1,5% des données, brevets et publications. Donc, de manière générale, on a une croissance des données, c'est ce qu'on voit ici sur ce histogramme bien écrasé, mais qui, si je l'étendais un petit peu vers le haut, ça serait un peu plus marquant. Il y a quand même une croissance sur le domaine, 2 périodes, en gros, 2010, 2010-2017, période de croissance généralisée. Et ensuite, depuis 2017-2021, on aura des croissances, une stagnation globale, on va dire, et une croissance différente selon les zones géographiques. Cette croissance globale, on ne va pas se le cacher, elle est largement imputable au dynamisme de la Chine sur la période, mais il y a des tendances intéressantes aussi à observer à côté de la Chine. Donc pour la Chine, c'est 207% de données, plus 207% de données entre 2010 et 2021, donc principalement liées à la donnée brevet comme on l'a vu. Pour les États-Unis, plus 67% de données entre 2010 et 2021, plutôt sur la partie publique. L'Inde, 152%, donc grosse croissance de l'Inde sur le sujet d'un point de vue scientifique entre 2010 et 2021. La Corée du Sud, 27% entre 2010 et 2021 sur la publique. Le Japon, une baisse, moins 22%, c'est ça, ouais, entre 2010 et 2021, plutôt sur la partie brevet. Et l'Allemagne, plus 27% de données entre 2010 et 2021. Voilà pour la croissance, une vision un peu large de ce qui se passe en termes de croissance globale. Sur les thématiques, vous vous rappelez, c'est les tags qu'on a apposés aux données via notre méthode qui est reposée donc sur de l'IA. Alors, il y a 84% des données qui ont été collectées qui sont associées à la brique de biocontrôle, et notamment à la sous-brique sur les maladies. Alors, il semblerait que ce soit normal et que ce soit quelque chose que tout le monde sache. Bon, sache. Quand on l'a présenté, on n'a jamais eu de personnes qui sont tombées de leur chaise, mais ce qui était intéressant, c'était qu'en fait, quelque part, ça venait un petit peu objectiver ce savoir qui était un peu partagé par tout le monde à travers la donnée, donc ça c'est toujours intéressant. Au niveau des autres briques, donc on voit beaucoup qui sont présentes mais de manière bien moins importante. Les biostimulants, 11% des données, biofertilisants, 16%, bioadjuvants, 11%. Faut savoir que toutes nos données n'ont pas été taguées. Ça, c'est quelque chose avec le modèle, on essaie de ne pas forcer le modèle à taguer une donnée parce que sinon, on tombe dans les dérives un peu de l'IA qui va inventer des trucs. Donc, on a essayé de contrôler ça. Et si l'IA n'a pas réussi, pour une raison ou pour une autre, à associer la donnée à une de nos briques, et on l'a laissé non taguée. Donc, il y a 32 000 données, la moitié, qui ont été associées à au moins une des briques. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est typiquement un point sur lequel on aurait une grosse amélioration si on devait refaire le travail. Typiquement, comment on ferait? Je pense qu'on rebalayerait un petit peu nos données avec ce qu'on a déjà, donc les briques qu'on avait déjà créées. On enrichirait ça avec d'autres briques associées à ces 4 grandes briques. Et puis aussi, ce qu'on ferait, c'est une analyse de ce qui n'a pas été tagué pour essayer de détecter de quoi ça parle. Comme ça, potentiellement, on pourrait venir essayer de créer les compléments à la grille pour ce qui n'a pas été catégorisé. Et cette tendance sur le biocontrôle que j'évoquais tout à l'heure, en fait, on la retrouve globalement sur tous les types de données, que ce soit des brevets, des publis, des projets, ANR ou EU, ou les AMM ou les thèses. C'est toujours le biocontrôle, plutôt maladie, qui est présent en priorité. Et le deuxième étant le biocontrôle insecte. Dans le rapport analytique, donc le gros PowerPoint dont est issue la présentation que je vous fais là, on nous avait demandé à l'époque de se concentrer plutôt sur biocontrôle et biostimulants. Et pour ce qui est des biofertilisants et des bioadjuvants, on n'a pas creusé l'analyse. C'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, ce qu'on nous a dit, c'est super, on voit à peu près ce qui se passe dessus, mais c'était moins intéressant que les autres, notamment, je pense, lié à la feuille de route. Et donc, du coup, à ce titre-là, on n'est pas allé plus loin, on a juste regardé un peu ce qui se passait là, dans le temps sur ces domaines-là. Mais en soi, je veux dire, les données, on les a, vu qu'elles sont vu qu'on a généré le gros tableau de données pour tout. C'est juste que dans l'analyse, on n'a pas poussé plus loin l'analyse de ces briques-là. En
tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que il y avait à l'échelle mondiale des activités sur ces deux briques-là, plutôt en croissance donc depuis 2010, avec une hausse de l'activité depuis entre 2015 et 2018. Là, c'est ce que je dis là-haut, de là à là, principalement sur la partie biofertilisant global. Alors, les tendances mondiales, on va aller un petit peu dans le détail et après je vous présenterai le dashboard, comme ça on aura le temps pour les questions. Niveau brevet, alors c'est comme ça qu'on l'a structuré, parce que le multisource, c'est comme je vous le présentais sur la carte un peu synthétique au début, bah, c'est super en théorie, on comprend bien l'idée. En pratique, là où ça commence à devenir compliqué, c'est sur l'analyse. Parce que du coup, bah, on analyse des fruits, des légumes, puis d'autres aliments qui sont différents en même temps. Alors autant on peut avoir une vision globale sur le panier, mais autant on aimerait aussi parfois avoir un peu de détails, parce que c'est pas les mêmes informations qu'on a sur ces différentes données. Donc là, pour l'analyse, on a différencié brevets, publications scientifiques. Donc au niveau mondial, on avait les brevets et les publis. Donc le pic d'activité brevet, il est atteint en 2017, ouais, c'est ce qu'on voit ici, avec une tendance à la baisse depuis. Et cette dynamique, elle s'observe dans les pays comme la Corée, le Japon et l'Allemagne. La Chine, elle, c'est relativement stable depuis 2015. Et l'Inde, elle, est un des seuls pays, voilà, ici, pour lequel on observe une croissance sur la période récente. Donc voilà, mon message par rapport à l'Inde se renforce ici, puisque l'Inde est le seul pays dans lequel l'activité de dépôt de brevets est en augmentation dans la période récente sur le sujet du biocontrôle. Au niveau des publications, alors ça c'est souvent le cas sur les publications. Les enjeux sont pas les mêmes évidemment sur les publications scientifiques que dans les brevets. Donc on a une augmentation. Voilà, on a une augmentation continue sur le biocontrôle, avec un dynamisme qui est assez notable sur des pays du bloc BRIC+, donc Chine, Inde, Égypte, Brésil, qu'on observe ici là, et qui sont voilà, très présents sur le domaine, avec des taux de croissance importants sur la période. Au niveau des déposants de brevets, qu'est-ce qu'on observe au niveau mondial? Donc le premier déposant, c'est Syngenta, voilà, donc acteur suisse, BASF en Allemagne et Bayer en Allemagne. C'est les trois acteurs qu'on retrouve voilà, un peu partout dans nos travaux sur le sujet. On le voit sur les briques, bah, ils rendent un peu compte des tendances qu'on a observées, hein. Ils sont présents sur le biocontrôle maladie et insectes, beaucoup. BASF pas mal sur les Adventices. La présence de Sumitomo qui est intéressante, qui est associée à 160 brevets sur les 622 brevets rattachés à des acteurs japonais. Donc en gros, quand on parle du Japon présent sur le domaine, on parle quasiment que de Sumitomo. C'est en tout cas beaucoup Sumitomo qui représente la tendance japonaise sur le domaine. Un autre point qui est intéressant, je vous ai dit, les États-Unis sont très présents sur le domaine, notamment à travers la publication, mais en tout cas, il y avait aussi des brevets. Par contre, il n'y a pas d'acteurs américains. Donc, ça veut dire qu'on a une présence américaine qui est très atomisée. Donc, il y a plein de petits acteurs qui déposent des brevets sur le domaine, là où en Europe, on a des plus gros acteurs qui concentrent l'activité. Donc, quand on réfléchit en termes économiques, en termes de monopole, voilà, ça permet un peu de se dire, bon, bah, ok, en Europe, on a des situations peut-être un peu plus monopolistiques ou oligopolistiques dans lesquelles il y a quelques acteurs qui détiennent les actifs d'innovation sur le domaine, là où peut-être au Japon aussi d'ailleurs, puisqu'on a vu Sumitomo concentre une grosse partie de l'activité japonaise. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Pour ce qui est des acteurs chinois, donc premier acteur sur le domaine, enfin premier pays sur le domaine, mais qu'on ne retrouve pas forcément avec un acteur en première place, à part l'Institut des plantes protection China Academy of Agricultural Science. On les retrouve ici, donc vous le voyez, pour ce qui est des acteurs chinois, c'est quand même beaucoup de l'académique. Voilà. On n'est pas sur des acteurs industriels comme on l'est en Europe. Voilà pour le biocontrôle. Et pour le biostimulant, on a là c'est très chinois sur le domaine. Donc 76% des données biostimulants sont associés à un acteur chinois. C'est beaucoup, c'est les trois quarts.
Le deuxième pays, c'est les États-Unis, avec un peu moins de 3% des brevets sur le domaine. Donc, il y a un écart quand même très conséquent entre la Chine et le reste du monde là sur le sujet du biostimulant. Et côté recherche académique en dessous, c'est un peu différent puisque la Chine est bien moins présente sur le domaine. Elle est présente à travers le brevet, mais moins à travers la publi. Mais on retrouve quand même encore nos pays BRIC+, donc Inde, Égypte, Brésil. Ça, c'est très intéressant. Au niveau des pays européens, je crois que c'est l'Italie, le premier pays, avec l'Université de Naples, qui est présente sur le sujet des biostimulants. Et en termes de déposants de brevets, là, on retrouve nos acteurs chinois, principalement industriels. Deux acteurs non chinois qui émergent dans ce top ici. Je crois que c'est Bayer, qui doit être ici, voilà. Et une université à Moscou, juste à côté. Je ne la vois pas. Ah si, pardon, ici, Moscou State University. Voilà. Donc un sujet très sur lequel on retrouve quand même principalement des acteurs chinois. Donc voilà pour la partie mondiale. Je suis désolé, je coupe ici pour ce qui est de l'Europe et de la France. Si vous avez des questions, je reviendrai dessus évidemment. De toute façon, ce que je voulais présenter en deuxième, c'est le dashboard. Et le dashboard, il permet d'apporter des éléments de réponse aussi à ces questions-là. Donc là, je pense que normalement, j'ai switché sur le Power BI. Vous me confirmez que c'est bien ça? Oui, Ok. exactement. Ok. Donc Power BI, c'est quoi? Bon, bah c'est facile, hein. C'est un mix intelligent entre Excel, Access pour celles et ceux qui ont connu ça à l'époque, et PowerPoint. On crée des boutons qui sont liés à des données qui permettent de filtrer des histogrammes, des tableaux, plein de choses selon des sélections d'informations qui nous intéressent. Donc ce dashboard-là, il y a plein de boutons. Là, vous reconnaissez nos types de données. Ici, vous reconnaissez, alors SB, c'est pour sous-base, c'est des sous-bases associées à l'Europe, à la France ou aux membres de Agri Sud-Ouest. Ici, vous avez nos thématiques. Ici, vous avez quelques petits histogrammes sur le type de données, le volume associé, les acteurs, le volume associé et le type de données qu'on retrouve. Ici, ce sont les pays présents à travers les nationalités des acteurs. Et ici, c'est la temporalité avec pareil, type de données à chaque fois. Ce tableau ici, c'est un tableau qui met en avant plutôt les affiliations. Alors que je vous explique. Regardez, si je range ça là par ordre alphabétique, vous voyez qu'ici, il y a des doublons. C'est normal, puisque... attendez, je vais essayer de trouver un exemple très parlant. Là, ici. Alors, je vais essayer de faire ça, mais... C'est super Power BI, mais comme il y a plein de trucs qui s'affichent quand on passe la souris quelque part, parfois c'est un peu le bazar. Alors là, vous voyez, 1, 2, 3, 4 données ici qui ont le même nom. C'est parce que c'est la même donnée, tout simplement. Par contre, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est les acteurs, les affiliations. Donc on voit que sur cette donnée-là, donc doit être qui est quoi d'ailleurs? Si je clique dessus, ça nous ouvre un lien. Donc c'est une publication scientifique, voilà, ici. Sur PubMed et qui associe différentes affiliations, donc Abdul Wali Khan University, Federal Urdu University et d'autres laboratoires. Je ne me lancerai pas dans la lecture de ces noms-là, mais en tout cas, vous voyez que c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant ici via ce tableau-là. On aurait pu avoir une ligne, une donnée et avoir tout le monde concaténé dans la même colonne, mais parfois c'est un peu compliqué de lire quand vous avez beaucoup de collaborations sur une donnée. Bon, ça c'est un truc, ça prend 2 clics à changer, donc il n'y a pas de souci. Du coup, je peux peut-être parler un peu de ce qui se passe en Europe et en France. Donc si je clique sur Europe ici, ça me dit qu'il y a 8900 données. Donc on le voit ici, alors croissance depuis 2010, principalement de la donnée a priori de publications scientifiques. Vous vous rappelez, c'est un peu ce qu'on avait observé au tout début. L'Asie est plutôt sur le brevet, le reste du monde plutôt sur la publi. Bon, l'Europe fait partie du reste du monde, et donc du coup, à ce titre-là, on voit plutôt des publications en augmentation. C'est ici, là, on voit le volume, c'est indéniable. En termes de sujets, on n'aurait qu'à cliquer sur biocontrôle ici. Le biocontrôle est en augmentation. Le biostimulant
est en augmentation aussi, mais à des volumes bien moindres, puisqu'on parle de 361 données associées aux biostimulants en Europe, contre 3000 pour les biocontrôles. Vous voyez, c'est le score là-haut qui se met à jour, c'est le total de votre sélection. Pour ce qui est des bioadjuvants, 322, et pour ce qui est des biofertilisants, 223. Donc, on est vraiment plutôt sur un positionnement biocontrôle ici. Et on aurait pu mettre d'ailleurs une lecture par thématique, mais je pense que c'est le biocontrôle maladie qu'on observe le plus. Voilà, 2000 données versus les insectes, 800 données. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous permet aussi de voir les mises à jour en bas, vous voyez, sur les acteurs. Donc, par exemple, si vous cherchez des informations sur allons-y. Des brevets associés à notre périmètre européen sur le biocontrôle et les maladies, vous en avez 742. Le premier acteur sur cette sélection-là, c'est BASF et Syngenta et Bayer, donc on retrouve encore les mêmes acteurs. Et ici, vous avez la liste de ces brevets. Et quand vous cliquez sur le titre, vous pouvez avoir vous avez un lien de recherche Google qui se gère, qui se crée. Donc on va prendre BASF ici, voilà, ça a filtré sur BASF, je clique ici, et ça vous dit que c'est ce brevet-là, donc j'ai fait au pif, hein, c'est peut-être pas un brevet intéressant, mais utilisation d'une composition agrochimique à action fongicide et améliorant la santé des plantes avec le soja. Voilà, un brevet de BASF, pardon, avec la liste des inventeurs, etc., etc., brevet de 2013. Imaginons que vous pouvez effacer tous les segments, là, vous faites un petit contrôle-clic, hop, on revient au début, c'est pratique quand on a cliqué sur plein de choses. Imaginons que vous soyez dans une situation où vous souhaitez faire une réponse à appel à projet, qui peut arriver un petit peu à tout le monde ici, j'imagine. Ça peut être un outil que vous utilisez pour vous aider dans l'état de l'art. Alors, l'état de l'art, j'aime pas trop ce terme-là, ça sous-entend une forme d'exhaustivité. Ce qui est recherché dans l'état de l'art, ça je le remets pas en question. Encore une fois, ces travaux-là, nous, c'est plutôt sur les tendances. Donc on essaie de récupérer les données qui rendent compte des tendances. Bon, après, ça peut être très utile, et de toute façon, l'exhaustivité, aujourd'hui, je sais pas qui peut l'atteindre, mais en tout cas, avec ça, vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations. Donc imaginons, vous êtes un acteur qui cherche à déposer je sais pas, un projet ANR sur le sujet. Bon, voilà, déjà, vous pouvez aller regarder ce qui a pu se passer sur les ANR en France sur, je sais pas moi, la déficience nutritionnelle ici. Et voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un projet ANR, Recovery of Oil by Product through Bio-Hydrochar, Production for Agricultural, Soil Fertilisation, Environnement, Préservation. Ouais. Le projet Fertichar. Le dernier point que je voulais vous présenter, c'est la présence donc de vous, en partie, des membres d'Agri Sud-Ouest dans toutes ces données-là. Comment on a fait? On avait une liste de vous, de vos organisations, et on a tout simplement tagué les données sur lesquelles vous apparaissiez. Ce qui va être intéressant pour vous à voir, c'est que, regardez, si on prend la France, 3174 données, et si on regarde Agri Sud-Ouest, c'est 209 données. Alors comme ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est pas mal. C'est pas mal parce que, alors j'ai plus le pourcentage en tête exactement, et pour les meilleurs en maths, ils l'auront fait directement, mais on parle quand même en gros, Agri Sud-Ouest, ça, c'est l'ensemble d'acteurs le plus important sur le sujet en France. Et ça, c'est quand même pas mal. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on vous retrouve, évidemment, ici. Et puis, on peut aller regarder beaucoup sur les autorisations de mise sur le marché, d'ailleurs, qu'on retrouve ici, mais aussi pas mal sur des publications. Donc là, je pense qu'on va pas mal retrouver l'Université de Bordeaux, voilà, qui est à la maison, qui est là. Sur le dépôt de brevet aussi. Et puis même sur des thèses ou des projets ANR. Avec une croissance globale quand même sur l'activité entre 2012 et 2021. Donc ça aussi, ça fait plaisir pour le pôle de voir que finalement l'ensemble des acteurs représentent une activité croissante sur le domaine. Et voilà, donc
vous comprenez que là, il y a des façons de lire ce type de données, enfin de tableaux. Bah, il y en a autant que de boutons, de configurations et de questions qu'on se pose, donc je peux pas toutes les passer en revue. Surtout qu'en plus, moi, le domaine, je le connais pas, donc les questions que je me pose, elles sont un peu satellitaires, mais voilà, je pense que c'est vous qui avez le plus d'intérêt à manipuler ce type d'objet. Je terminerai en disant que donc ça, c'est un travail qu'on a livré l'an dernier. Comme je l'ai dit, méthodologiquement, je pense qu'on peut le faire évoluer, qu'on le ferait évoluer de nous-mêmes aujourd'hui. Il y a déjà eu des retours sur ma présentation de novembre dernier sur d'autres jeux de données, d'autres façons de traiter, etc. Donc c'est super intéressant. On est ultra preneur de ce type de retour. On est aussi, on a commencé à discuter sur une mise à jour aussi de ce travail-là. Donc ça, c'est dans les tuyaux maintenant. Donc une mise à jour avec Agri Sud-Ouest, où on se permettrait justement peut-être d'élargir un petit peu le dataset, voilà, de pousser plus loin tout ça. Mais pour le moment, c'est en discussion, et je réitère aussi ce que j'avais dit à l'époque, c'est que si ça se fait, on est évidemment chaud d'avoir des membres du pôle qui s'associeraient à nous pour nous aider dans ce travail-là, que ce soit sur des propositions, que ce soit sur du contrôle de certaines données, que ce soit sur, voilà, sur plein de choses. Le plus il y a des personnes avec des bonnes idées, le mieux. Voilà, je Mais vous laisse me poser parfait, vos mais questions, merci vos remarques. beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation, pour ce webinaire. Merci également pour ce travail collaboratif. Donc, insister sur le début de la présentation, comme quoi il y a eu beaucoup d'échanges avec Viaino. Donc, rester dans l'écoute. C'était un travail où il y a eu de l'écoute de chaque côté. Et donc, ça permet comme ça de mieux définir vraiment les axes de recherche et les données qui seront valorisables au final. Donc, merci à Vieino. On a des questions sur les données, sur les autorisations de mise sur le marché. Elles semblent diluées au milieu des autres données, et il y avait une question de savoir est-ce qu'il y a des tendances intéressantes à souligner par rapport à cette autorisation sur le marché. Alors, bonne question. Alors, je pense que oui, il doit y en avoir, ça c'est évident. Donc, il y en avait 1600 récupérés via le portail des autorisations de mise sur le marché. Donc, j'ai oublié le nom euh, qui mettait à disposition ces données-là. Alors, c'est au niveau français, évidemment, hein. Donc, tout ce qu'on observe là, c'est finalement la France comme un territoire comme un marché. Qu'est-ce qui est demandé comme produit? Le petit bémol que je mettrais, c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément intégré les AMM dans l'analyse, c'est que les AMM, en fait, en termes de contenu, c'est pas ultra chargé. Donc, je sais pas moi, ça. Bon, là, évidemment, c'est juste un produit, mais en fait, on n'a pas forcément d'informations. On n'a pas beaucoup d'informations sur les contenus de ce que ça a fait ce produit-là dans la base qu'on a utilisée. Ce qui est compliqué pour nous après de rattacher du coup ces informations-là aux briques. Alors, on a quand même essayé de le faire sur ce qu'on avait, Mhm. mais c'est un peu limite. Et, euh, et puis, bah, ouais, en fait, c'est ça, c'est là où c'est un peu c'est pour ça qu'on les a pas mobilisés, quoi. C'est que les AMM, en final, bah, c'est juste cette espèce de contrat, cette espèce bah, c'est l'autorisation au territoire français. Donc, on n'a pas voulu trop les utiliser. Mais, euh, mais par contre, ouais, on serait super preneur de personnes qui seraient intéressées pour pousser ça plus loin. On avait eu des propositions, d'ailleurs, on avait eu des échanges avec quelqu'un, j'ai oublié son prénom, pardon, à la suite de ma présentation, qui me disait qu'il y avait bah, d'autres bases sur les autorisations de mise sur le marché qui étaient disponibles en dehors de la France, et que ça pouvait être intéressant de les utiliser. Là où je pense que ça peut être intéressant, moi, c'est, je dirais, sur le renforcement des signaux associés à des acteurs. Donc, par exemple, si on prend Syngenta aujourd'hui, Syngenta, je pense que c'est un acteur qui est présent sur voilà, des brevets, des publics, des autorisations de mise sur le marché et des projets européens. En fait, c'est ce type de signaux, moi, qui m'intéresse, c'est que certains acteurs sont présents sur que de la publi et d'autres sont
sont présents sur une autre configuration de données, ce qui renforce les signaux quant à leur positionnement, on va dire, agressif ou pas par rapport au sujet, quoi. Ok. Et en parlant d'acteurs, il y avait une question sur Bayer et qui semble se focaliser ses brevets sur les biostimulants avec des propriétés très hydriques et thermiques. Est-ce que on peut, via cette étude, commenter le mode d'affiliation des brevets à telle ou telle thématique dans le jeu de données? Est-ce qu'on peut recouper en fait cette thématique de brevets sur les biostimulants avec d'autres données, comme les spécificités ou une spécificité occidentale? C'est possible de refaire ce croisement? Je suis pas sûr d'avoir compris la question, pardon. Je reprends mot à mot. Pouvez-vous commenter le mode d'affiliation des brevets à telle ou telle thématique dans votre jeu de données et si cette spécificité de Bayer est une spécificité occidentale? Ah, d'accord. Donc le commentaire, ce serait sur comment on a associé les brevets aux thématiques. Oui, je pense. Et si c'est Donc, aussi géographiquement d'accord. lié. Alors, effectivement, donc ça, comme je vous le disais, ça a été fait sur la base de modèles d'IA qui nous ont permis d'associer des données à des sujets. Donc ça, on l'a fait sur l'ensemble du portefeuille, sans restreindre ça à une zone géographique particulière. Et effectivement, par contre, on observe que après, c'est tout l'intérêt de l'analyse, que géographiquement, il y a des sujets qui émergent plus sur une zone géographique qu'une autre, et des acteurs évidemment aussi qui sont plus présents sur certains sujets que sur un autre. Et pour le cas de Bayer, alors je vais tenter live une petite acrobatie là, ça devrait pas être trop compliqué normalement. Mais ici, euh, voilà. Donc Bayer, là, on a 345 données. Et je vais reconvertir ce petit graphique là en live. Je suis désolé pour le graphique, mais je vais changer un peu ce qu'on y voit. Je vais essayer de voir. Ah ouais, je sais pas si je vais pouvoir en fait. Peut-être. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait. J'essaye, hein. Ça coûte rien. Biocontrôle global, biofertilisant global, biostimulant global, hop, hop. Ouais, non, ça va pas du tout. Ouais, il faudrait que je rajoute ça. Il y aurait sans doute une lecture à avoir sur le positionnement des acteurs sur les briques, que vous puissiez voir sur le graphique, sur le Power BI, en gros, en sélectionnant un acteur, sa répartition selon les différentes briques. Ce serait peut-être plus clair que de juste voir sa répartition selon les jeux enfin, les types de données. C'est intéressant ça, mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est plus peut-être la stratégie de chacun des acteurs. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, on verra. Après, moi j'avais une question sur apparemment sur le brevet, c'était un droit territorial et il y avait une question sur la géographie en fait de la répartition de ces brevets, de ces AMM. Est-ce qu'on peut refaire un recoupement ou alors, je sais qu'il y a la puissance de cette base de données aussi, c'est d'avoir accès directement aux documents. Donc une fois qu'on a bien trié, on peut avoir accès aux documents et avoir accès directement aux informations. Mais est-ce que c'est possible de géolocaliser en fait les brevets, surtout voir si les brevets chinois sont juste ciblés pour l'Asie ou sont répandus internationalement? Ouais, alors on l'a pas fait là parce que dans la masse de choses qu'on pouvait faire, il a fallu qu'on fasse des choix un peu en priorité. Mais effectivement, pour ce qui est des brevets, on pourrait limiter la base des brevets chinois aux brevets qui ont fait l'objet d'une extension. Et après, aussi essayer d'extraire où ces extensions pardon, ont porté afin de voir en gros, plutôt que de regarder des stocks sur une carte, vous voyez, vous avez les pays qui sont rouges, les pays qui sont bleus parce que ils ont plus ou moins de stocks. Là, ce serait carrément d'avoir des flux, quoi. Donc des flèches qui vont des pays vers d'autres pays, qui dit ah la Chine quand ça étend plutôt ici, plutôt là. Ça, ce serait possible effectivement dans la mise à jour du travail qu'on pourrait faire d'avoir une vision un peu plus dynamique des relations entre pays. Et pour le croisement avec les AMM, alors ça sous-entendrait qu'il faudrait faire un rattachement des AMM à des brevets, ce qui n'est pas facile, puisque en gros, il faudrait réussir
à matcher brevet et produit. Donc là, c'est costaud. Mais en théorie, ça pourrait être intéressant. Je pense à l'échelle d'acteurs. On parlait de Bayer tout à l'heure. Bayer a des AMM, Bayer a des brevets. Il y a forcément des liens qui doivent exister entre les deux. Et dans ces cas-là, essayer de regarder. Alors bon, là, les AMM, on les a que pour la France, mais essayer de regarder quand Bayer a un brevet, où est-ce qu'il étend sa protection et potentiellement où c'est aussi qu'il fait des demandes d'AMM. Ce qui Ok, viendrait renforcer le signal sur la croyance de Bayer, sur le fait qu'il a quelque chose à faire sur un territoire en termes de recherche et d'innovation ou de protection de sa recherche et d'innovation à travers la protection de son patrimoine d'innovation à travers le brevet, mais aussi à travers juste de l'exploitation via les AMM. ok, parfait. Et puis après, une dernière question, c'était savoir s'il était possible de centrer la recherche sur un type de culture défini. Oui, oui, je pense, tout à fait. Alors ça fait partie des briques qu'on n'a pas mobilisées parce que il y a autant de briques que de personnes potentiellement. Enfin, en tout cas, euh, il y en a plein de possibles. Donc on a fait le choix de pas faire de choix pour pas privilégier une culture versus une autre. Mais c'est tout à fait possible. Je sais pas si on prend une culture. Je sais pas, Brice, si tu as en tête une culture particulière. On va prendre si on peut prendre une grande culture, colza ou peut-être maïs, je sais pas. Ouais, donc on pourrait prendre maïs, par exemple, donc corn, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc voilà. Alors là, ça limite à ce qui se passe en termes de corn. Bon, il faudrait affiner hein, parce que là, c'est très 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 bricolage en live sur ça. Mais par contre, donc là, moi, je vais rechercher l'apparition de corn dans le titre des données. Une façon de faire ça bien mieux, ce serait carrément d'utiliser le modèle d'IA tel que je vous l'ai présenté juste avant pour créer un tag maïs ou ce que vous voulez, les cultures qui vous intéressent, et peut-être des séries de questions qui permettraient de taguer les données en amont plutôt que de se reposer que sur l'apparition du mot quand. Ce qu'il faut savoir, c'est que les IA, là où c'est intéressant, c'est que ça marche sur du textuel, mais ça marche au-delà de ça sur de la sémantique. C'est-à-dire que si je pose une question à une donnée avec une IA sur est-ce que cette donnée parle de maïs, l'IA elle connaît dans sa base de connaissances ce qu'il y a à savoir sur le maïs et, euh, et elle peut étendre sa façon de réfléchir à autre chose que le mot maïs. Il y a peut-être tout ce qui est dans le champ lexical du maïs. Ok, parfait. Donc, moi, je Donc, vais possible. conclure sur le fait que l'interface que vous avez actuellement sur l'écran on fait un travail, nous, avec notre prestataire informatique pour vous la mettre à disposition, donc la mettre à disposition aux adhérents qui pourront manipuler comme ils le souhaitent les données et avoir accès comme ça à toute la bibliographie et toute la donnée scientifique sur le biocontrôle. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour cette présentation, pour ce De travail rien. et ce webinaire. Et donc, voilà, on va conclure comme ça. Ça roule. Merci Merci à tout le beaucoup. monde. N'hésitez pas si vous voulez nous contacter à Virino, parce que ce qu'on a fait vous intéresse. On est toujours partant pour discuter. Allez, au revoir. Au revoir, bonne journée.